Le podcast que vous écoutez a été enregistré à Paris au cabinet de Monsieur Christophe Dejour. Il a été rendu possible grâce à notre partenaire Préventica et grâce à vous, nos chers patriotes. Merci encore à vous et on en reparle en fin d'émission. Bienvenue sur Parlons peu, parlons ergo, le podcast de vulgarisation des connaissances autour de l'ergonomie. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et l'immense plaisir de pouvoir réaliser cet échange avec une personnalité importante dans le monde de l'ergonomie et de manière plus large dans le monde de la santé au travail, Monsieur Christophe Dejour. Durant cet épisode, nous reviendrons sur son histoire, son parcours, certaines grandes évolutions qui ont marqué le monde du travail et ce que nous pouvons entrevoir et espérer quant à l'avenir des travailleurs. Au micro pour cet épisode, Eladj Marico et Kevin de Merci Truc. Bonjour Kevin, bonjour messieurs Dejour. Merci de nous accueillir dans votre cabinet à Paris. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent de la majorité de ce que nous réalisons d'habitude, puisque nous allons revenir sur votre histoire, les bifurcations opérées à travers votre parcours et l'on mettra en perspective notamment l'apparition de nouveaux concepts et les évolutions du travail. Avant toute chose, il nous semble très intéressant d'essayer tout de même de vous présenter brièvement à travers votre parcours. Vous êtes médecin du travail, psychanalyste et psychiatre. Vous avez travaillé pendant près de 15 ans dans le laboratoire du célèbre Alain Wissner. Vous avez été par la suite professeur tutélaire de la chaire de psychologie du travail, puis de la chaire de psychanalyse santé-travail au Conservatoire national des arts et métiers, au CNAM. Et actuellement, vous êtes professeur en psychodynamique du travail à l'Institut de recherche en psychodynamique du travail, où exerce par ailleurs Patricio Nussol, que nous avons eu l'honneur et le plaisir d'accueillir pour notre tout premier épisode de Parlons peu, parlons ergo. Et vous êtes aussi, et nous y reviendrons, artiste, puisque vous êtes auteur, metteur en scène et comédien dans la troupe L'Entrée en Résistance. Est-ce que nous avons oublié quelque chose ? Non, je crois pas. Non, je pense que vous avez à peu près couvert le champ, oui. Après, il y aurait des tas de détails à raconter, mais c'est pas forcément très important par rapport à l'objet de vos préoccupations. Donc, on va voir. S'il y a besoin, je donnerai quelques précisions au fur et à mesure. Effectivement, avant que vous ne deveniez l'homme que vous êtes aujourd'hui, qui est connu et reconnu dans tout un tas de sphères scientifiques, professionnelles, nous nous posions une question, c'est d'ailleurs la première question qui est apparue durant la préparation de cet épisode. C'est que dans votre parcours, dans un premier temps, vous êtes dirigé vers la médecine, mais après, finalement, vous êtes orienté vers des questions de travail dans la psychiatrie notamment, puis 3 ans après, vers l'ergonomie. Du coup, on se posait la question, qu'est-ce que l'ergonomie vous a apporté dans votre parcours professionnel ? Oui, c'était dans un contexte un peu particulier quand même. C'était l'après 68. Il y avait eu dans ces événements, le thème du travail était central. Et de mon point de vue, rétroactivement ou rétrospectivement, je pense que la question de la santé mentale au travail était vraiment au centre des événements de mai 68. Mais ces événements ont quand même ébranlé sérieusement le pouvoir et dans la suite immédiate, ont été lancées des initiatives assez importantes, notamment en matière de recherche, sur les transformations qu'il convenait de mettre en œuvre en matière de travail, peut-être même d'organisation du travail, parce qu'il semblait que, disons, le travail répétitif sous contrainte de temps, le taylorisme, le fordisme avaient quand même montré des signes, de faiblesse ou d'épuisement ou d'exaspération, avaient provoqué en tout cas des mouvements d'exaspération assez graves. Et donc on est dans une période où le pouvoir, que ce soit le patronat ou que ce soit l'État, cherche des alternatives au mode d'organisation du travail et donc lance un certain nombre d'actions de recherche et notamment de formation de chercheurs. Parce qu'il n'y avait pas de chercheurs ou pas assez de chercheurs sur les sciences du travail. Et c'est donc dans ce contexte que le gouvernement crée des bourses de formation à la recherche, ça s'appelait l'action RESACT, Recherche sur l'amélioration des conditions de travail.
Et il y avait dans le dispositif la nécessité pour ceux qui étaient retenus comme chercheurs ou ceux qui étaient destinés à devenir des chercheurs sur les sciences du travail, que en plus de leur projet de recherche, qui est généralement un projet de recherche disciplinaire, donc dans une des disciplines des sciences du travail, il y avait la nécessité pour ces jeunes chercheurs d'apprendre une discipline qui n'était pas la sienne. Procédé très, très original et effectivement très fécond, quoi. C'est-à-dire que tous ces chercheurs en formation ont appris une discipline qui n'était pas la leur. Donc moi j'étais engagé en psychiatrie, effectivement, en médecine psychiatrie, et j'ai donc été obligé d'apprendre, parce que la bourse durait plusieurs années, donc la première chose, c'est que j'ai appris la médecine du travail, et j'ai passé un diplôme de médecine du travail, et puis après j'ai fait un début de carrière universitaire en médecine du travail. J'étais enseignant, assistant à la faculté de médecine de Paris en médecine du travail. Et puis j'ai fait la deuxième partie, j'ai fait l'ergonomie, donc j'ai appris l'ergonomie, je suis devenu ergonome du CNAM chez Wissner. Et les choses se sont passées un peu en deux temps, je pense. Je pense qu'au tout début de ma rencontre avec l'ergonomie, j'étais un peu partagé, un peu ambivalent. Je trouvais que ça n'était pas... je vais dire des choses affreuses, dire des choses atroces. Je trouvais que c'était pas très scientifique, hein. Ce qui était sans doute faux, mais j'étais formé par ailleurs plutôt en biologie, donc avec des méthodes expérimentales très, très exigeantes, très rigoureuses. Et donc j'ai été un peu chagriné par le fait que les expérimentations elles partaient du terrain, elles partaient de situations concrètes. Ça n'entrait pas de façon assez rigoureuse dans les protocoles expérimentaux. C'est en fait ce que je vais apprécier, évidemment, dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, j'étais un peu ambivalent. Et bon. Et puis, il y avait d'autres réserves qui portent sans doute sur des questions de fond de l'ergonomie. L'ergonomie, en tout cas de l'époque, c'était une ergonomie qui était limitée véritablement à la question de l'amélioration des conditions de travail, donc les conditions physiques, chimiques, biologiques de travail. Avec toute une série de problématiques, de théories qui étaient quand même, il faut bien dire, un peu... si vous voulez, un peu syncrétique, c'est-à-dire qu'on prenait des choses dans différentes disciplines, mais tout ça manquait quand même de rigueur au sens classique de la science, et moi j'étais jeune, donc assez... Il fallait que ce soit justement très protocolaire pour que ce soit fiable. Voilà, tout à fait. Et dans un deuxième temps, qui est venu quand même plusieurs années plus tard, hein, j'ai fait une découverte quand même fondamentale, je pense, mais... C'est pas une découverte. Je n'ai véritablement compris que plus tard, hein. Notamment ce que Wissner développait sur l'analyse ergonomique du travail et ce qu'il avait, lui, et puis bon, les collègues, Antoine Laville, tous ces gens qui étaient là, Catherine Tégère, tout ce que ces gens du Rafour, enfin il y avait toute une série de personnes qui ont laissé leur nom quand même dans la géographie de l'ergonomie, mais qui étaient des gens très, très sympathiques, très remarquables. Ce décalage donc, entre le travail prescrit et le travail que moi j'appelle effectivement, à l'époque on disait travail réel, en fait c'est ça, la véritable découverte pour... donc d'abord de ces ergonomes, parce qu'ils avaient fait quand même des expérimentations, là pour le coup, des observations, c'est pas des expérimentations, des observations sur le terrain, dans l'électronique, où les femmes étaient sur des... Bon, vous connaissez cette histoire, et là quand même, la question du comment les ouvriers étaient capables de traiter ce décalage. Ça, c'était quand même un réservoir de questions et de choses passionnantes. C'est la première ou la vraie découverte qui, à terme, si vous voulez, va quand même, jusqu'à aujourd'hui, hein, continue à être la pierre de touche, la vraie découverte de l'ergonomie pour moi. Alors, je vais un tout petit peu développer sur quelques points un petit peu adjacents, à savoir que il y avait
déjà à cette époque-là une psychopathologie du travail. Mais cette psychopathologie du travail, pour l'essentiel, c'était une manière, si vous voulez, pour les psychiatres qui s'en occupaient, de décrire le travail en mettant des mots psy, des mots de psychopathologie, des mots de psychiatrie. Mais en fait, ils n'entraient jamais dans le travail proprement dit, en tout cas pas dans l'analyse ergonomique du travail, où ce qu'on était capable déjà de discuter. Moi, ça a été le choc pour moi. Alors celui-là, il a été très très précoce. Je veux dire que j'ai pas eu... C'est la rencontre avec la matérialité même du travail, premier point. Et deuxième point, le travail ouvrier. Parce que c'était partir du travail ouvrier. Moi, je partais effectivement du travail ouvrier pour des raisons qui venaient sans doute indiscutablement de mai 68, mais aussi pour le fait que c'était les gens qui étaient quand même victimes d'injustice d'une manière sordide. Et moi, j'avais eu une expérience auprès des travailleurs immigrés dans les foyers de la région parisienne. J'avais vu ce que c'était que les conditions de vie. Donc, ce qui motivait mon intérêt pour le travail ouvrier, c'était quand même l'injustice sociale effarante de la condition qui leur était faite. Et en arrivant dans le labo d'ergonomie, je veux dire, il y avait une place quand même pour le travail ouvrier, un respect, si vous voulez, un respect de l'ouvrier qui était pas un simple ouvriérisme. Voilà, c'était beaucoup plus que ça. Je pense que Wissner et un certain nombre de personnes autour de lui avaient vraiment l'idée que les ouvriers, ils étaient intelligents, quoi. C'était pas... Il y avait une remise en cause fondamentalement de l'idée que c'était des exécutants, voilà, et que c'était les autres qui pensaient. Il y avait non seulement une remise en cause du rapport entre travail intellectuel et travail manuel, qui était un grand classique, mais entre travail de conception et travail d'exécution. Et ça faisait tout un ensemble qui relevait, je pense, d'une communauté de sensibilité. C'est un concept, la communauté de sensibilité, c'est un concept sociologique, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est mis en partage sur ce qui mobilise l'attention, la curiosité, l'intelligence, le sens, la recherche du sens, la recherche de signification. C'est ce qu'on partage dans l'identification des énigmes. Et ces énigmes, elles ne sont pas seulement intellectuelles, elles sont aussi mobilisées par une communauté de sensibilité, c'est-à-dire qu'on est préoccupé par la condition, ça peut la communauté de sensibilité sur la condition ouvrière, ça peut être aujourd'hui la communauté de sensibilité sur la condition animale, par exemple. On peut véritablement parler d'une communauté de sensibilité. Et il y a un certain nombre de personnes qui partagent, si vous voulez, une préoccupation dans laquelle il y a de l'affect. C'est qu'on ne peut pas... Donc vous voyez, on est sur quelque chose qui est à la frontière entre ce qu'il y a de plus subjectif, ce qui est affectif, et ce qui est proprement scientifique. Parce que la curiosité scientifique, elle ne tombe pas du ciel. Elle vient évidemment d'une sensibilité, d'une forme de préoccupation qui évidemment, je pense, était très 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 profondément commune entre les ergonomes du CNAM, enfin le laboratoire de Wissner, et de plusieurs personnes qui étaient dedans, et puis ce qui me mobilisait moi autour de la question de la santé mentale au travail. D'accord. Mais là, ce que vous dites, ça me fait penser justement à un texte que vous avez publié, alors, dont le nom m'échappe un petit peu, mais justement où vous expliquez le rôle éminemment politique dans toute intervention, notamment intervention ergonomique sur des situations de travail, et le lien qu'on peut faire justement entre l'aspect purement scientifique, laborantin, qu'est-ce qu'on fait de cet objet qu'est le travail, et jusqu'à quel point on peut y mettre justement de la sensibilité du politique, et comment on fait l'équilibre entre justement ces deux dimensions dans l'intervention. Et ben justement, je pense qu'on peut continuer un petit peu dans ce sens-là, en faisant quelques années en avant.
notamment dans les années 80. Donc voilà, vous avez déjà publié et continué de publier un certain nombre d'ouvrages, soit individuels, soit collectifs. Vous participez à des nombreux colloques, ce qui vous donne l'occasion aussi de développer votre propos sur ces questions de santé au travail. Et dans ces années 80, on est dans une période où on a parlé là un petit peu avant de Fordisme, de Taylorisme. Là, on a le fameux TPS, le Toyota Production System, qui va devenir rapidement le Lean, qui s'installe, qui prend de la place de plus en plus dans le monde occidental, et donc en France. Et à ce moment-là, il y a aussi, on peut peut-être le mettre en parallèle avec des nouvelles notions que vous créez, en tout cas dont vous parlez, notamment de centralité du travail, de la place du plaisir dans la construction de soi, et aussi de psychodynamique du travail. Est-ce que vous avez quelques mots à nous dire par rapport à ces 3 grandes notions vraiment phares de votre œuvre dans cette temporalité-là ? Oui, bien sûr, j'ai des choses à vous dire. La centralité du travail, c'est une idée qui n'est pas de moi. Elle m'a été suggérée, en tout cas, elle a été créée. Ça ne m'a pas été suggérée, mais elle a été créée par des sociologues du travail. Et en fait, des sociologues qui travaillaient sur la division, à l'époque ça s'appelait comme ça, la division sociale et sexuelle du travail. Il y avait un groupe de recherche et d'études qui s'appelait le GEDIST, qui était au CNRS, dans lequel se trouvaient 2 chercheuses avec qui j'étais amené à travailler, qui sont respectivement Danielle Kergoat et Elena Hirata. Et c'est elle qui parlait de la centralité du travail dans les rapports entre les hommes et les femmes, avec l'idée que les rapports de domination, c'est-à-dire l'exercice de la domination par les hommes sur les femmes, avaient un enjeu matériel. Et cet enjeu matériel, c'est la question du travail et du travail de production, pas seulement le travail de production dans l'entreprise ou dans les institutions, les administrations, c'est aussi les rapports de reproduction. C'est-à-dire qu'il y a une partie du travail qui est le travail domestique, après elle va s'enrichir quand même de beaucoup par les années 90, 2000, de beaucoup d'autres données cliniques, théoriques, sociologiques, etc., qui vont faire du travail domestique, du travail du care, une sphère de travail à proprement parler. Et l'enjeu des rapports de domination entre les hommes et les femmes, c'est qui domine ce travail, et qui l'utilise, qui l'exploite et qui en profite. Et donc, c'est, pour elle, la centralité du travail, c'est la centralité par rapport à la domination de genre, quoi. Alors, ça ne s'appelait pas le genre à l'époque, on appelait domination de sexe. Moi, j'ai été amené à reprendre cette idée et à élargir la notion de centralité du travail. Bon, avec maintenant, je pense, on peut dire, il y a 5 dimensions de la centralité, donc ça s'est enrichi au fur et à mesure. Ce que moi j'ai ajouté, que j'ai tenu, c'est la centralité du travail par rapport à la santé mentale. C'est-à-dire le travail ne peut pas être neutre de la santé mentale, ou bien il mène à des tragédies, ou bien il peut mener au meilleur, au point que le travail puisse devenir un médiateur dans la construction de la santé. D'accord. Ça, c'est la centralité par rapport à la santé, centralité du travail par rapport à la cité, c'est-à-dire par rapport à la centralité politique du travail. Là aussi, il n'y a pas de neutralité du travail. La 4e centralité, c'est dans l'ordre de ce qui s'est développé, c'est la centralité épistémologique du travail. Parce que selon que l'on prend en considération le travail ou qu'on ne le prend pas en considération, c'est toute la théorie de la science qui change. Pourquoi ? Parce que la science, elle est comme ça une sorte d'épuration au-dessus du monde, dans le monde des idées, où la connaissance pure serait extraite en quelque sorte du monde, certes par le truchement d'expérimentation scientifique, mais il n'empêche que les connaissances accumulées par la science ont une sorte de statut de pureté. Si on prend en considération le travail, on s'interroge quelles sont les procédures qui sont mises en œuvre pour arriver à établir ces connaissances. Et là, si on commence à mettre le nez dans l'expérimentation elle-même, alors tout se met à changer. Parce que le travail humain, le travail vivant qui est dans la production de la science, change complètement le statut de ce qui est le résultat de ça. Et notamment le fait qu'il y a un rapport qui s'établit cette fois-ci entre la science et le travail,
qui est le suivant, c'est que le travail est la mauvaise conscience de la science. C'est-à-dire que la science, puisque vous travaillez dans les industries à risque, prenons le nucléaire, la science, elle donne un certain nombre de principes, elle affirme un certain nombre de données, à partir desquelles on s'autorise à construire une centrale nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a une prédictibilité. La science prédit l'état du monde. C'est l'équation laplacienne. Si vous savez cette équation laplacienne, ça vous dit quelque chose ? Non. Oh. On manque vraiment de tout culture. vous raconter. Laplace est un savant de l'époque de Napoléon. Et il dit, si on était capable de me donner de mettre en équation toutes les données du monde à l'instant T, je pourrais prévoir ce qu'il va devenir au temps T plus 1. Donc l'équation laplacienne, c'est-à-dire qu'il y a une prédictibilité. La science, elle peut prédire. La prédictibilité est un élément fondamental. C'est parce que les sciences de l'ingénieur s'appuient sur la science qu'ils peuvent affirmer on monte une centrale nucléaire et on sait comment elle va fonctionner. Bon. Le travail vivant qui est derrière montre que justement la centrale nucléaire ne fonctionne pas comme prévu. Et qu'il y a sans arrêt des pépins, sans arrêt des inattendus, sans arrêt des trucs, ce qu'on appelle le réel du travail, et que c'est pas vrai. Donc le travail est la mauvaise conscience de la science. Et à ce point que quelquefois, par l'expérience du travail, on arrive à se trouver dans des situations qui récusent la science, qui récusent les résultats, qui récusent les lois qui ont été établies par les scientifiques et les lois qui sont supposées... non, justement, cette loi, à l'instant présent, c'est ça le réel, ne marche pas. Et donc, il y a une malédiction qui porte aussi sur le travail, c'est que le travail, en fait, fonctionne par la négative. C'est la preuve apophatique, c'est-à-dire, au fond, tant que ça marche, on est peut-être dans l'illusion de la maîtrise, jusqu'au moment où ça ne marche plus. Et donc, quand ça ne marche plus, alors là, sûrement, on est dans le réel. C'est un paradoxe du réel, c'est quand ça ne marche pas, ou quand ça ne marche plus, quand les règles, les lois, les connaissances scientifiques sont tout à coup incapables d'expliquer pourquoi il y a ce truc, qu'on est en face du réel, mais là, on est certainement dans le réel. Et c'est souvent, d'une manière très difficile, quand c'est dans une centrale nucléaire, que le réel, il se révèle d'une manière extrêmement dure, extrêmement pénible, extrêmement angoissante. Tout à coup, la machine ne répond plus, on passe en régime dégradé, ça commence à dysfonctionner, on n'arrive plus à le maîtriser. C'est pas drôle du tout. Bon, mais... En même temps, on découvre à ce moment-là que les lois sur lesquelles s'appuie l'installation sont en défaut. Et du coup, à partir de la mise en échec, on va peut-être pouvoir formuler une nouvelle question scientifique. D'accord. Qui éventuellement pourra être reprise à travers, en général, des dispositifs expérimentaux qui vont permettre d'essayer d'analyser ce qui tout à coup est apparu. Vous voyez, mais en réalité, ce qui est vrai, c'est ce qui ne marche pas. C'est là où la connaissance est mise en défaut. Là, on est sûrement en face du réel. Et c'est toujours par le travail qu'on peut s'en apercevoir. Ouais. Voilà. Et donc, le travail, il a une mauvaise conscience pour la science, et d'une certaine manière, il y a aussi une malédiction qui pèse sur lui, parce qu'il est toujours l'annonciateur de mauvaises nouvelles. Et les scientifiques n'aiment pas le réel du travail. Et c'est pour ça qu'ils tapent toujours sur les exécutants. Parce que les exécutants ramènent tout le temps des trucs qui... Ça ne fonctionne pas. Et alors, c'est en fait toute la journée, parce que si vous allez sur un arrêt de tranche nucléaire, c'est toute la journée qu'il y a des trucs qui se produisent et qui ne marchent pas comme prévu. Qui n'étaient pas prévus. Ouais. Bien sûr. Donc, heureusement qu'il y a des êtres humains pour faire face à ça. Et c'est la centralité épistémologique du travail. C'est la quatrième. Et la dernière dernière dimension de la centralité, c'est la centralité économique du travail, puisque aujourd'hui, l'économie du travail a quasiment disparu. L'économie, c'est la gestion, c'est de l'économétrie, c'est des courbes, c'est des graphes et des manipulations mathématiques, c'est de la finance, c'est tout ce qu'on voudra, mais il n'y a plus de travail. Et ça tient évidemment pas la route, c'est entièrement faux. Donc là, il y a un problème de vrai et de faux. La production de richesse passe par le travail, a toujours passé par le travail, passera toujours par le travail vivant. Il y a un déni de ça, il y a un déni actuellement extrêmement fort, notamment dans les doctrines néoclassiques, si vous voulez, du fait que c'est quand même le travail vivant qui produit la valeur, qui produit la richesse, que ça a toujours été comme ça et ce sera encore comme ça. Il n'y a pas de fin de travail, par exemple. Tout ça, c'est faux, si vous voulez. Tout ça, c'était de l'idéologie en branche. Ça ne résiste absolument pas à l'analyse. Voilà, donc c'est la centralité économique du travail.
Il y a peut-être un concept sur lequel il peut être vraiment très intéressant de revenir concernant en tout cas votre parcours. C'est vraiment celui de la psychodynamique du travail qui n'existait pas avant, qui a été créée dans cette période dont on a parlé. Pourquoi avoir créé cette nouvelle discipline ? Pourquoi c'était nécessaire ? Parce que la psychopathologie du travail avait été inspirée par la recherche des effets nocifs ou des effets délétères du travail sur la santé mentale. Il y avait comme ça l'idée, le présupposé que le travail était un malheur socialement généré. Et c'est vrai que la montée en force du taylorisme, puis du fordisme, c'est vrai, on ne pouvait pas passer à côté du fait que c'était quand même une machinerie terrible pour l'être humain qui est mis dans cette situation. Il y a quelque chose qui est vraiment très destructeur. Mais la psychopathologie du travail ne pensait pas du tout la question du plaisir au travail, et a fortiori ne pouvait pas, avait du mal, c'était pas complètement exclu de leur horizon, mais si vous voulez, ils avaient du mal à intégrer à cette psychopathologie du travail, aux effets délétères du travail sur la santé mentale, de lui associer le fait que le travail peut être au contraire un élément structurant pour la santé, et à ce point que ça devienne un médiateur dans la construction de la santé. Il y avait une sorte de partition, si vous voulez, entre les deux, et donc, y compris pas seulement chez les psychologues, les psychiatres, mais également chez les sociologues, qui avaient toujours tendance à dire que le travail était de plus en plus destructeur, et reconstruisaient de façon un peu mythique un passé qui aurait été une sorte de passé de paradis perdu. En gros, qui correspondait à une certaine idée de l'artisanat, une certaine idée du travail de bout en bout, avec un métier, etc. Mais à partir de là, on reconstruisait a posteriori le monde, mais d'une manière qui était fausse, si vous voulez, historiquement, on ne résiste pas. Et c'est vrai que dans le livre que j'avais écrit en 1980, donc qui était publié en 80, Travail et usure mentale, il y avait déjà à la fois des questions relatives à la souffrance, aux défenses contre la souffrance, etc. Et puis, il y avait un chapitre sur le plaisir au travail, sur les pilotes de chasse. C'est ça qui a intéressé un certain nombre de chercheurs autour de moi, qui n'étaient pas des ergonomes ni des médecins, mais qui étaient des sociologues et des historiens, qui se sont accrochés à ça dans ce livre en disant, là, c'est la première fois qu'on a une théorie qui utilise les mêmes concepts pour rendre compte du pire et du meilleur, du plaisir et de la souffrance, de la santé et de la maladie. Et c'est comme ça qu'avec eux, donc, on a monté ce séminaire interdisciplinaire de psychopathologie du travail en 1986. D'accord. Et c'est de là que c'est sorti, parce que la réflexion s'est beaucoup approfondie, et on ne pouvait pas... Nous nous intéressions, si vous voulez, par la clinique, et notamment par les demandes qu'on recevait. Elle ne portait pas que sur les pathologies, si vous voulez. Elle portait sur des situations qui étaient des situations ordinaires, comme en particulier le risque. Alors moi on a beaucoup travaillé avec l'OPP-BTP, parce qu'il y avait un gars qui faisait partie de l'association qui s'appelait Damien Cru, qui était lui-même quelqu'un dans l'OPP-BTP. Puis très vite, j'ai travaillé dans le nucléaire. Donc la première enquête en nucléaire, c'est au Bugey, donc avec un médecin du travail du Bugey. Et donc... là, on va sur le facteur humain. Le facteur humain, c'est pas de la pathologie, si vous voulez. On est dans la normalité. En deux mots, la normalité, d'une part. D'autre part, il y a les questions du plaisir au travail et de l'accomplissement de soi par le travail, ce qui va devenir accomplissement de soi par le travail, la sublimation, des choses comme ça très importantes, qui sont une promesse contenue dans le travail. Et donc, pour tenir compte de ça, finalement, les pathologies mentales du travail, ce n'est plus qu'une partie de l'ensemble. On est amené à travailler sur la sécurité des personnes, sur la sûreté des installations, on est amené à faire de la prévention, on est amené à parler de situations dans lesquelles il y a de la souffrance et tout ce qu'on voudra, mais c'est pas forcément de la pathologie, et c'est comme ça qu'on va finalement, pour fédérer tout ça, et utiliser un terme qui est plus général, qui est la psychodynamique, c'est-à-dire, en fait, le psychodynamique, ça veut dire l'étude des conflits, des contradictions, peut-être entre l'individu et le monde social, et les rapports de domination, etc. Mais ça peut être aussi les conflits qu'on a à l'intérieur de soi. Les ambivalences vis-à-vis du travail, les hésitations. Tout ça, ça s'appelle la psychodynamique. C'est l'étude du conflit, des conflits externes ou des conflits intrapsychiques et de leur évolution. Donc psychodynamique du travail, c'est très juste comme terme, si vous voulez.
Et ça permettait aussi, par rapport aux entreprises qui étaient demandeuses, de ne pas arriver avec psychopathologie du travail. Parce que psychopathologie, les gens ils disent non, ici on n'a pas de malades mentaux, ça paraît pas pertinent. Ouais. Voilà. Bon, donc c'est aussi un compromis avec la demande sociale, en particulier portée, je pense, beaucoup par les ingénieurs, probablement pas uniquement, puisqu'on a fait aussi des recherches dans l'agriculture, dans l'élevage. C'était pas forcément la pathologie. Il y avait des suicides au travail, vous savez, dans l'agriculture, il y en a encore beaucoup. Mais c'était pas seulement sur les questions de pathologie, c'est aussi plein d'autres choses passionnantes qui se passent et qui nous ont amené à changer le nom de la discipline. Bon, par la suite, ça s'est développé de façon un peu autonome, mais de façon assez nouvelle, parce que ce courant de recherche sur la santé mentale au travail s'est construit en permanence dans la discussion avec les autres disciplines. Alors, c'est vrai que la première, c'est une rencontre, finalement, si on le dit, entre psychanalyse et ergonomie. C'est vrai qu'il y a une rencontre entre Wissner et moi. On s'est beaucoup engueulé. Quand j'ai voulu sortir travailleur mental, il était hors de lui. Il hurlait dans le laboratoire. Je vais l'esquinter, je vais le démolir. Parce que je disais des choses très insultantes sur l'ergonomie, qui étaient certainement... Je n'avais pas vraiment suffisamment compris. Donc il avait raison, de certaine façon. Il était hors de lui. Si vous voulez. Puis en même temps, on s'est engueulé beaucoup. Et puis donc, j'ai un peu modéré les choses. Ouais. Puis par la suite, j'ai même découvert que c'était beaucoup plus intéressant que ce que j'avais compris, au fond, à l'époque. Du coup, la psychodynamique du travail, elle s'est construite d'abord en discussion avec l'ergonomie, mais ensuite, vous voyez, c'est avec la sociologie de la domination des hommes sur les femmes, sociologie de la division sexuelle et sociale du travail. Ça a été avec les historiens de l'histoire sociale, c'est une discussion interdisciplinaire avec les anthropologues du travail, l'anthropologie, François Sigaud, tous ces gens, André-Georges Audricourt. On a quand même des discussions avec les anthropologues du travail, on a des discussions avec les philosophes, des discussions avec les juristes. Et constamment, finalement, on a progressé par discussion et confrontation, mais au sens fort du terme, de confrontation entre disciplines sur comment on comprend les choses, comment on comprend l'évolution du monde, comment on comprend l'évolution du travail, comment on comprend l'évolution de la condition humaine. Et évidemment, du coup, c'est une discipline qui s'est construite d'une manière tellement différente des autres que c'est vrai que ça a un statut de discipline un peu bâtarde comme ça. Enfin, elle n'est pas bâtarde du tout, au sens où je pense au contraire, ces confrontations interdisciplinaires n'ont fait que renforcer le noyau dur de la discipline. Mais c'est une discipline à part entière, c'est pas une théorie parmi d'autres. Elle tient vraiment quelque chose de très... Très, très fermement, je pense. Bon, ça tiendra le temps que ça tiendra. Ça aura sûrement une fin. Enfin, pour l'instant, on tient quelque chose quand même sur ce rapport entre l'être humain et le travail qui tient bien. Voilà. D'accord. Déjà là, on voit que votre parcours est traversé par beaucoup de rencontres interdisciplinaires, de discussions, visiblement de disputes également. Et si on avance un peu d'une dizaine d'années, notamment dans les années 90 et début 2000, où il y a eu le tournant gestionnaire, où se développe à grands pas une gouvernance des entreprises qui était orientée vers un paradigme purement financier, qui vise d'abord une performance financière et ainsi qui se confronte à l'organisation du travail et à ses logiques, notamment les valeurs du travail en lien avec les métiers. Et vous avez publié un ouvrage qui s'intitule « Souffrance en France, la banalisation de l'injustice sociale », et qui obtient un immense succès, qui a été largement médiatisé, qui a inspiré notamment le cinéma, qui a été également une inspiration pour les professionnels de la santé au travail, qui a également impacté la loi contre le harcèlement moral en 2002. Et on se pose également la question en lien avec tout ce que je viens de citer, pourquoi avoir publié cet ouvrage à ce moment-là et pourquoi un tel succès selon vous? J'hésite un instant pour répondre à cette question. Je pense qu'il y a un premier élément de réponse qui est que j'étais quand même un peu surpris, quoi. Qu'il y ait une telle dégradation du rapport au travail
avec quand même beaucoup de pathologies, beaucoup de gens qui supportaient quand même très mal toute cette évolution, une organisation du travail qui paraissait complètement irrationnelle, parce que si vous voulez, il y a le côté insupportable, le côté cruel de ces organisations du travail, mais en même temps, scientifiquement, elles reposent sur des bases fausses, que je vais ensuite passer plusieurs années à analyser pour récuser les bases scientifiques de ce tournant gestionnaire. Donc tout est faux là-dedans. C'est quand même hallucinant. C'est totalement en désaccord avec les sciences du travail. Les sciences de la gestion développent des choses qui sont fausses. Or, ce système, premièrement, il est faux. Deuxièmement, il est extrêmement injuste et il démolit les gens. Comment ça se fait que ça marche ? C'est ça la question initiale. Comment se fait-il que ça marche puisque c'est faux et que c'est autant destructeur pour les êtres humains ? Pourquoi ça ? Et donc je tombe sur ce problème évidemment qui est le sujet qui fâche, qui est la question de la servitude volontaire. Le système fonctionne certes par l'accroissement des dispositifs de domination, l'accroissement de puissance des dispositifs de domination, que je vais mettre plusieurs années à démembrer, parce que ce n'était pas évident. Et on le décrit par la clinique. C'est le passage par la clinique et le passage par le vécu subjectif qui permet d'identifier quels sont les nouveaux dispositifs et pourquoi ils ont une telle puissance. Donc, il y a certes un accroissement de la puissance des méthodes de domination, mais voilà, j'ai appris l'ergonomie. Et donc, on ne peut pas dire que ça marche parce que les gens sont dans un rapport de force, de domination tel que finalement, ils obéissent, ils ne peuvent pas faire autrement et donc ça marche. C'est pas vrai. L'ergonomie, elle montre que c'est pas vrai. Si les gens obéissent, ça ne marche pas. Vous comprenez ? Donc, le système ne fonctionne pas par lui-même. Et même si vous avez des méthodes de domination très puissantes, domination n'explique pas. Parce que si les gens se mettent à être obéissants, le système tombe en panne. Donc, ils mettent leur intelligence au service d'un système et de dispositifs qui sont irrationnels, qui sont faux, mais ils vont aider, malgré leur irrationalité et leur faute, l'inexactitude, le mensonge même qui est dans ces dispositifs, eh ben, ils vont contribuer à le faire marcher. Donc je pose la question de la servitude volontaire. Et donc, voilà, j'ai écrit ce bouquin pour cette raison, parce que je voulais essayer de comprendre, essayer de mettre à plat les différents éléments permettant de comprendre comment ce système marchait et comment il enrôle les gens à faire, y compris des choses qui vont contre eux. Et c'est là que va apparaître cette notion, la première version de la souffrance éthique, c'est-à-dire le fait que les gens apportent leur concours à des pratiques indignes, notamment la maltraitance, le harcèlement, enfin des tas de choses qui se pratiquent dans le monde de l'entreprise, notamment avec l'arrivée du système japonais, où là il y a des pratiques absolument hallucinantes de harcèlement des gens, y compris les cadres supérieurs qui se font harceler devant tout le monde, dans des séances organisées d'humiliation. Donc là, il y a comment ce système fonctionne-t-il ? Donc moi, je suis engagé là-dedans et pendant ce temps, ce système non seulement est très injuste et produit beaucoup de casse à l'intérieur, mais évidemment, il fait monter le chômage d'une manière atroce, avec des plans, entre guillemets, plans sociaux, des plans de licenciement. On dégraisse partout les effectifs, on fait travailler de plus en plus dur les gens qui sont en train de travailler et on fout les gens... Et c'était totalement imprévisible puisqu'on avait prévu qu'au-delà de 2%, 3% de chômage, en tout cas à 4%, tout le monde était d'accord qu'il y aurait une insurrection généralisée. On avait dépassé très largement les 4% et personne, il n'y avait pas de mouvement. Il n'y avait pas de 68, il n'y a rien du tout. Donc pour la servitude volontaire. Donc là, je me suis retrouvé absolument seul. J'ai écrit mon bouquin tout seul et je l'ai lancé. Alors, beaucoup de mes collègues, mes amis même, m'ont désavoué à ce moment-là. Il faut voir, c'est-à-dire que quand on avance les trucs comme ça, là maintenant, il y a toute une partie de mes collègues qui m'ont dénoncé que c'était que la souffrance en France, c'est un tournant catastrophique pour la psychodynamique du travail, que ils sont en désaccord total, que je suis un traître. Et sur quels critères cette dénonciation s'est faite ? Sur le critère que si je commence à parler de la servitude volontaire, ça veut dire que les victimes du système ne sont pas que des victimes. Okay. Et là, je trahis la classe ouvrière. C'est comme ça. J'étais un traître à la classe ouvrière. Bon.
Moi, je pense que c'était très important de comprendre la servitude volontaire, parce que si on veut agir, il faut tenir compte de ça, si vous voulez. Il faut tenir compte que les gens sont pris. Alors, comment ça marche, cette servitude volontaire? Donc, je relis la Boétie, si vous voulez, mais avec les sciences du travail, avec la psychodynamique du travail. Et donc, on voit que ce sont les défenses psychiques contre la souffrance qui jouent un rôle majeur et qui vous amènent à tolérer et à vous adapter au système. Voilà. Alors, le succès était totalement imprévisible. Et moi, je ne m'y attendais pas du tout. Mais c'est parti comme une espèce d'incendie, quoi. C'est-à-dire que les questions que je me posais, donc, j'étais pas seul à me les poser, mais beaucoup de gens, on est au début, si vous voulez, du néolibéralisme dans le monde du travail. Le tournant gestionnaire commence véritablement à se sentir, à s'éprouver, à angoisser, à casser le moral des gens. Et en fait, il y a pas mal de gens qui se posent des questions, si vous voulez, et y compris dans l'intelligentsia. Il y a beaucoup de gens, mais beaucoup dans la pratique, dans tous les métiers, les travailleurs sociaux, tous ces gens qui sont sur le terrain, sur le chômage, se posent ces questions. Et tout à coup, bon, il arrive ce livre, mais bon, je peux le dire aujourd'hui, à l'époque, je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est parti très fort. Et il y a eu des débats, effectivement, dans toute la France. Et puis, c'est parti à l'étranger. Le livre a été traduit dans plusieurs langues. Parce que c'était en réalité les mêmes problèmes qui se posaient aussi bien au Brésil qu'en Espagne, en Italie ou ailleurs. Donc, voilà. On se posait aussi une question donc, par rapport à ça sur la manière dont en fait a été mise en lumière dont ont été mises en lumière plusieurs disciplines, la psychopathologie du travail, aussi l'ergonomie. Est-ce qu'il peut pas y avoir un risque d'instrumentalisation finalement, notamment de la psychopathologie du travail, donc psychodynamique du travail, par les entreprises, c'est-à-dire en prenant le problème par l'individu et justement pas par des problématiques organisationnelles collectives qui font en sorte que l'activité de travail est subie en fait par les personnes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement à cette média Ma réponse, je vais vous surprendre. Ma réponse, c'est non, c'est pas récupérable. Je le dis avec le recul, parce qu'il y a eu des tentatives de récupération, et effectivement, dans le sens que vous indiquez, de privilégier l'approche individuelle au détriment de l'approche collective. Mais la psychodynamique du travail, elle s'est beaucoup renforcée sur la dimension du collectif de travail. Et la psychodynamique du travail, elle a sorti une théorie assez fouillée de la coopération, de l'écart entre coordination et coopération, donc de reprendre la grande division tâche-activité de l'ergonomie au niveau collectif, en coordination-coopération. Et je pense avoir beaucoup publié pendant toutes ces années-là sur le fait que la santé mentale ne dépend pas que de l'individu. Elle dépend beaucoup de ce qui se passe dans le collectif de travail. Parce que le collectif, il est potentiellement porteur d'un pouvoir, si vous voulez, d'accomplissement de soi. Bon, c'est toute la question de la reconnaissance par les autres. Autrement dit, c'est ça le paradoxe. Enfin, un paradoxe, en tout cas une contradiction, quelque chose d'inattendu pour les psychanalystes. C'est que moi, à la lumière de la psychodynamique du travail, je pense que notre santé mentale ne dépend pas que de soi individuellement. Et que fondamentalement, la santé mentale de chacun d'entre nous dépend des autres. Et donc d'un certain type de relation avec les autres, dans lesquelles se trouvent poser des questions d'éthique, et pas seulement d'éthique. Parce que ça, c'est l'humanisme, c'est tout ce qu'on voudra, le respect de l'homme. Non, c'est toujours rapporté à la question du travail, c'est-à-dire du faire. Est-ce que ce qui est fait, c'est bien, c'est pas bien? Ça marche pas. C'est efficace ou ça n'est pas efficace? C'est bien ou c'est mal? C'est juste ou c'est injuste? Mais il y a toujours la référence au travail, à la production, au faire. Donc il y a quelque chose qui est objectif d'un côté. Et pour savoir, pour pouvoir porter ces jugements sur le faire, on a besoin de la confrontation des points de vue des uns et des autres. Et pour former la coopération, et l'activité déontique, l'activité de production de règles suppose des espaces de délibération. Ces espaces de délibération sont les conditions même de l'émancipation, cette fois-ci par rapport aux ordres, la coordination, on va opposer la coopération. Et quand ce système fonctionne, non seulement on a une production qui est d'une qualité bien meilleure, non seulement on a un niveau de productivité qui est très supérieur à ce qu'on obtient quand il y a
quand on individualise le travail, mais de surcroît, du point de vue de la santé mentale des gens, ça change tout. C'est-à-dire que les gens sont engagés, impliqués, le travail a un sens, et on se rend compte que donc, le sens du travail, le plaisir au travail, ne dépendent pas que d'un rapport individuel avec la matière, avec l'outil ou avec l'objet technique, dépend beaucoup de la façon dont on peut mettre en commun les doutes, mais aussi les savoirs, les propositions pour arriver à construire des règles et finalement travailler à l'œuvre commune. Donc j'ai beaucoup développé ça dans ces années-là. Et aujourd'hui, on peut pas. La psychodynamique du travail, c'est pas seulement une discipline de l'individu. Ça marche pas, si vous voulez. Et ce qu'ils détestent dans les entreprises à propos de la psychodynamique du travail, c'est précisément qu'elle ne fait pas de cadeau sur la question de la coopération. Or, dans l'entreprise, ce sont des dispositifs qui sont essentiellement orientés vers la fracture du collectif. Qui détruit le collectif? Qui veut des approches individuelles? Ce sont les néolibéraux, pas du tout la psychodynamique du travail. Donc, eux, ils ne veulent plus entendre parler de coopération. Thatcher, c'est son mot d'ordre. Il n'y a rien qui ressemble de tel qu'une sociologie. Il n'y a pas de sociologie. Il n'y a que des individus responsables individuellement. Et donc, non seulement c'est fait comme ça, mais elle va casser. Et le tournant gestionnaire et l'évaluation individualisée des performances va permettre de casser les collectifs pour faire que des individus. Mais on va perdre tous les bénéfices de la coopération. Donc, il y a un sacrifice en termes de production, en termes de productivité, en termes de qualité énorme qui est fait par ces gens au profit de quoi? De la domination. Donc, ça aussi, c'est une découverte de la psychodynamique du travail. Ils sont prêts à perdre du côté des profits tant qu'ils gagnent du côté de la domination. Et on est dans une situation qui est telle qu'aujourd'hui, l'entreprise et le néolibéralisme d'une façon générale défendent l'individualisme à tout crin, c'est-à-dire avec vraiment des individus responsables, ça veut dire quelque chose, hein. C'est-à-dire que la coopération est dénoncée par eux comme le cache-sexe de la fainéantise, du manque d'intelligence, du manque de formation, du manque d'enthousiasme, du manque d'engagement. Voilà, alors on dit c'est la coopération. Vous voyez, donc ils ont une idée extrêmement péjorative de la coopération. En fait, c'est pas du tout pour les raisons qu'ils disent, c'est parce que la coopération, elle suppose qu'il faut négocier avec les collectifs de travail, avec l'intelligence collective, c'est-à-dire avec celle qui produit les règles de travail, et que si on admet que la coopération est nécessaire, alors il faut chercher des compromis entre ceux qui dirigent et ceux qui font le boulot. Alors donc la psychodynamique du travail, elle est de ce côté-là. Et aujourd'hui, elle est complètement identifiée comme une théorie qui soutient la question de la coopération. Et vraiment, le travail vivant, c'est pas seulement le travail individuel, c'est aussi l'intelligence au pluriel, c'est l'activité déontique. Et vous avez bien compris, derrière, c'est la question de la démocratie. Tout à fait. C'est la question de la démocratie dans le travail. C'est ça. C'est pour ça qu'on n'a aucun risque d'être récupéré. Et eux, ils veulent pas de nous. Voilà. D'accord. Et donc, si vous le voulez bien, on va passer sur une autre dimension de votre activité, et puis quelques années encore une fois en avant. Donc, vous êtes aussi enseignant, chercheur, mais aussi enseignant, enfin praticien, chercheur et enseignant. Vous avez été professeur au CNAM à la chaire de psychologie du travail, ensuite à la chaire de psychanalyse santé au travail. On se posait la question de finalement quel est le vrai intérêt de l'enseignement? Est-ce que c'est nécessaire de votre point de vue pour vous et puis pour la connaissance qu'on peut avoir vis-à-vis de la santé au travail? Oh oui, il y aurait beaucoup à dire. Je pense que l'enseignement, c'est extrêmement, extrêmement important. La question de la transmission, si vous voulez, de tous ces savoirs tirés de la clinique, hein. La transmission des savoirs relatifs aux sciences du travail en général. C'est une question fondamentale. L'enseignement et la transmission de ce qui est relatif à la connaissance de l'individu, du fonctionnement psychique, du côté de la psychanalyse, c'est très fondamental.
Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance d'être au conservatoire, parce que c'était quand même un endroit magnifique pour l'enseignement, et notamment la possibilité d'enseigner à des gens qui ont une expérience professionnelle. C'est quand même un endroit unique. Au lieu de prendre des gens en première formation, on prend des gens qui ont déjà une expérience du monde du travail. Et c'est tout à fait passionnant de faire de l'enseignement avec des gens comme ça, puisque finalement, à chaque fois que vous prenez un exemple, il y a quelqu'un dans l'amphi qui est dans l'endroit dont vous parlez et qui connaît mieux la réalité que vous. Parce que même si on a fait des enquêtes, Et donc, c'est un rapport d'enseignement au conservatoire qui est exceptionnel, c'est-à-dire que j'enseigne ce que je peux enseigner, ce que je sais, mais j'apprends autant de mes étudiants. Et ça, c'est une situation unique, si vous voulez, c'est-à-dire il y a vraiment un apport des étudiants à la construction du savoir. Parce que ce qu'on sait en clinique est valable à une période donnée, mais 5 ans, 10 ans plus tard, les choses ont changé. Les centrales nucléaires aujourd'hui ne sont pas celles que j'ai connues, mais c'est les mêmes. C'est les mêmes centrales, sauf qu'elles sont usées entre-temps. Et puis, il y a eu des transformations du management, il y a eu des passages à la sous-traitance, il y a eu tout un tas de choses qui se sont transformées, de sorte que la centrale nucléaire d'aujourd'hui n'est pas comme celle d'avant. Et les étudiants actualisent et même remettent en cause certains acquis de la discipline. Ça, c'est une dynamique, si vous voulez, entre étudiants et enseignants qui est tout à fait passionnante. Alors, aujourd'hui, c'est plus important encore, parce que le néolibéralisme, dans le monde du travail, détruit les métiers, détruit les traditions de métiers, détruit les savoir-faire, détruit pas seulement les coopérations, mais détruit les métiers. C'est vrai, particulièrement visible dans le secteur public aujourd'hui. Si vous voulez, on détruit la santé publique, on a détruit l'école. L'école française était la meilleure du monde. Et en quelques décennies de néolibéralisme, les enfants ne savent pas écrire et lire, ils ne savent pas compter, on ne leur apprend plus. Enfin, c'est une dégradation, si vous voulez, du service qui est absolument catastrophique. Donc aujourd'hui, si vous voulez, il y a vraiment un enjeu de sauver les savoir-faire. Vous avez plein de métiers qui ne sont plus transmis. Par exemple, vous allez aujourd'hui dans le Cotentin pour aller voir comment ils font le PR, et vous vous rendez compte qu'on ne sait plus faire les soudures, qu'on n'est pas capable de faire un béton qui tienne. Parce que les endroits dans lesquels on testait les bétons, c'était dans la vallée de Chevreuse. Tous ces techniciens qui travaillaient sur la résistance des matériaux. Vous comprenez ? J'ai vu comment tout ça s'est dégradé. Comment on dit, ah ben non, pour tester un béton, il faut... je mets mes implants dedans, je soumets à des tractions, et j'attends pendant 3 semaines. Vous avez un jeune con qui arrive, qui sort d'une école de je sais pas quoi, de commerce, qui devient directeur, qui dit ce ne sera pas 3 semaines, c'est 15 jours. Qu'est-ce qu'il en sait ? Rien, il fait de la rentabilité. Mais le gars, au bout de 15 jours, le résultat que vous avez, il est faux. C'est pas comme ça. C'est pas pour rien qu'on en est à 3 semaines. Si on dit qu'il faut 3 semaines, c'est parce qu'on a fait 50, 100 expérimentations avant et qu'on a dit que si on veut vraiment voir comment il résiste à la torsion, comment il résiste à la pression, il nous faut 3 semaines parce qu'il y a des fissures qui n'apparaissent qu'au bout de 3 semaines. Bon, lui, il dit 15 jours. Donc, les résultats sont faux. Mais petit à petit, vous perdez. Vous n'avez plus de gens qui sont capables de tout ce savoir sur comment on étudie la résistance des matériaux dans la région d'Orsay. C'est perdu. Quand ces techniciens sont foutus à la porte ou sont placardisés et que vous avez des jeunes cons qui font ce qu'on leur dit, c'est-à-dire les jeunes cons, les pauvres, ils font avec ce qu'on leur apprend. Donc, ils ne savent pas que c'est faux. Mais nous, avant, on le savait très bien que c'était faux. Donc, résultat, vous avez des bétons qui ne tiennent pas. Mais comment on fait ? On a perdu le savoir. Donc, on n'est plus capable de produire des bétons, on n'est plus capable de les expérimenter. Donc, on perd les choses. D'où l'importance fondamentale de l'enseignement. Et l'enseignement aujourd'hui, comme l'appareil d'enseignement est détruit, puisque la formation des élites, on n'apprend plus les sciences du travail. Depuis déjà longtemps. À Polytechnique, vous n'avez plus de sciences du travail. À Centrale, vous n'avez plus de sciences du travail. Maintenant, ils font de la gestion. Donc tout le monde apprend la gestion, tout le monde apprend le management. Et les meilleurs qui sortent de Polytechnique, ils se retrouvent banquiers à Goldman Sachs. Ils ne font pas chef d'atelier. Ils ne deviennent pas directeurs d'usine de l'industrie. Vous comprenez ce que je dis ? Donc tout ça, c'est une perte des savoirs sur les sciences du travail. Elles sont en perdition. Donc les grandes écoles n'enseignent plus les sciences du travail. Donc
Vous avez fabrique d'ignorants, volontaires, puisque c'est comme ça qu'ils tiennent le pouvoir, c'est de ne rien savoir du travail. Donc on ne peut pas discuter de travail, donc on ne peut pas discuter métier, donc on ne peut rien négocier. Mais maintenant, l'appareil d'enseignement lui-même, les grandes écoles, mais vous prenez maintenant les collèges, vous prenez l'université est dans un état pitoyable, si vous voulez, c'est très compliqué. Donc, aujourd'hui, pour transmettre ces savoirs, ça devient... tout ça, ça se dégrade. Alors donc maintenant, pourquoi la transmission est tellement importante ? Parce qu'il faut sauver, parce qu'il y a encore un certain nombre d'entre nous qui connaissons des choses, et il faut essayer de sauver ça, et il y a deux manières de faire, enfin il y a deux manières indispensables, c'est pas l'une ou l'autre, c'est les deux qu'il faut faire. Premièrement, il faut essayer de sauver des pratiques de travail qui respectent la question des règles de travail, des règles de métier et de la qualité. Premier point. Parce que si on ne les met pas en œuvre, et si on ne continue pas à les mettre en œuvre, elles sont perdues. Elles ne peuvent résister, elles ne peuvent passer au travers que s'il y a des gens qui font vraiment le travail bien. Premier point. Et deuxième point, il faut le transmettre aux plus jeunes. C'est-à-dire faire que des jeunes voient, accompagnent, fassent des stages auprès pour la transmission de ces savoirs. Mais aujourd'hui, ça n'est plus possible que dans la résistance. Parce que aujourd'hui, on ne vous demande pas de faire bien la justice. On vous demande de gérer le stock. La seule chose qui compte, c'est que vous traitez les dossiers, vous faites des jugements. Que vous ayez eu le temps de regarder le dossier, que vous ayez écouté le justiciable, n'a plus aucune importance. Et je peux vous en dire autant sur l'hôpital. Que vous vous occupiez des enfants, des familles, de toutes les complications qu'il y a dans ces milieux défavorisés. Bon, ça prend du temps. Bon, il y a des règles pour faire ce travail qui ont été élaborées au cours de décennies et de décennies. Il y a eu tellement de travail collectif qui a été fait avec des synthèses, des machins, etc., qui associent les différents métiers, les infirmiers, les travailleurs sociaux, les éducateurs, le juge des enfants. Tous ces gens travaillent ensemble. Tout ça est liquidé, si vous voulez. Et que ça se dégrade ne les dérange pas du tout, hein. On est dans une situation, si vous voulez, où le monde est extrêmement dominé, les rapports de force sont extrêmement déséquilibrés, en fait il n'y a plus de rapport de force, donc la domination est énorme. Donc la transmission et l'entretien des savoir-faire et des règles de métier, aujourd'hui ça relève de la résistance. Mmh. C'est ça la question de la résistance. Et donc, c'est pour dire que l'enseignement, oui, vous avez raison, c'est fondamental et on est en train de perdre la main. Et c'est vachement grave. Hein. D'accord. Et pour revenir sur un ton un peu plus léger, on va dire, nous avons parlé de votre parcours professionnel d'auteur, de directeur de laboratoire et d'enseignant. Mais ce n'est pas vos seules activités en lien avec la santé au travail. Nous l'avons mentionné en début de ce podcast. Vous avez fait et continuez à faire encore du théâtre. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ça ? Oui, bien sûr, parce que en plus c'est une expérience qui s'est renouvelée récemment, puisqu'on vient de faire 3 semaines de suite là, à Paris, dans un théâtre à Paris. N'hésitez pas à dire le nom du théâtre d'ailleurs, si jamais ça peut faire un peu de pub. Ça s'appelle l'Artistique Théâtre, mais là on vient de finir la série, mais on va sans doute la reprendre ailleurs. Écoutez, l'origine de tout ça a un rapport direct avec la recherche, au sens où une des préoccupations importantes du laboratoire, c'est l'utilisation qui est faite des connaissances scientifiques qui sont produites. Il y a le passage évidemment au crible de la communauté scientifique. Donc nous, ça passe, c'est la vie scientifique, la vie de laboratoire, la discussion en particulier avec des scientifiques d'autres disciplines, les publications dans des revues de différentes disciplines aussi, des revues au comité de lecture, etc. Donc tout ça, c'est la production des connaissances. Mais nous, comme scientifiques et comme chercheurs, nous sommes quand même dépositaires d'une expérience de la souffrance au travail, éventuellement aussi du plaisir au travail, de la coopération, de toutes ces choses auxquelles on tient beaucoup. Et le fait d'être dépositaire de cette connaissance du monde, de cette connaissance de la condition humaine aujourd'hui dans le système néolibéral,
nous rend d'une certaine manière un peu responsables. C'est-à-dire, on est un peu l'obligé des gens auprès desquels on va faire les enquêtes, même si c'est eux qui nous ont demandé et qu'on essaie de répondre à leurs demandes. En même temps, on retire de ces enquêtes des choses dont nous sommes redevables à ceux auprès desquels on les a forgés, structurés, organisés, faire en sorte que ça puisse servir aussi à transformer l'organisation du travail localement, mais aussi transformer, avoir une action, si vous voulez, rationnelle sur la transformation de la domination et dans la lutte pour la justice sociale. Donc ça suppose un rapport à l'action, et cette action, elle est, pour un certain nombre de raisons, une action politique, parce que l'organisation du travail est un problème politique à part entière. Et donc, dans ce deuxième volet, en quelque sorte, de notre activité, qui n'est pas seulement de produire de la connaissance, mais d'avoir une action, alors nous avons des alliés. Et nous avons surtout des adversaires, mais il y a quelques alliés. Et principalement 2 types d'alliés. Le premier, c'est les juristes. Et donc les juristes qui apprennent la clinique du travail, qui apprennent le travail vivant. Pour les avocats du travail, évidemment, ils procèdent très différemment quand ils connaissent tout ça, parce qu'ils entrent ils vont mettre le nez dans des endroits où on n'aurait pas eu l'idée si on ne connaît pas le travail vivant, l'organisation du travail, etc. Les magistrats aussi, c'est-à-dire les magistrats, quand ils connaissent la clinique du travail, évidemment, ils n'instruisent pas les dossiers de la même façon, et c'est comme ça que grâce aux magistrats, aux avocats, on a le procès de France Télécom, qui est quand même un procès historique, fondamental, si vous voulez. On fait condamner pour la première fois à la prison des dirigeants d'entreprises qui sont vraiment sordides, mais enfin bon, c'est la première fois que ça arrive, c'est un événement judiciaire colossal, si vous voulez. C'est pas seulement avec les jurisprudences, le harcèlement institutionnel, etc., qui vont passer, mais aussi pour la nature, la qualité à la fois des dossiers d'instruction et des dossiers de jugement, qui sont des pièces, mais il faut vous rendre compte qu'on est capable de faire ça en France parce qu'il y a le psychodynamique du travail, on ne peut pas le faire dans les autres pays. Donc les autres pays, ils sont admiratifs de ce qui se passe en France et cherchent à s'appuyer sur ce jugement de France Télécom pour défendre des causes, donc la cause de la souffrance au travail dans leur propre pays, mais ils s'appuient sur les jurisprudences françaises, si vous voulez. Donc c'est un des vrais alliés. Bon. Et les deuxièmes alliés, c'est les artistes. Parce que le monde des artistes rassemble beaucoup de gens qui continuent à penser et qui tiennent des positions critiques. Et donc, moi, j'ai toujours considéré que c'était important de soumettre, si vous voulez, les résultats des enquêtes et les connaissances qu'on accumule sur le travail vivant, sur la condition des êtres humains dans la situation où nous sommes, de le soumettre à l'espace public. Pourquoi ? Parce que si on veut que quelque chose change, il faut bien créer ce qu'on appelle la volonté du changement. Et la volonté du changement, elle suppose que l'espace public puisse s'emparer de ces questions. Donc on les remonte. Qui les remonte ? Les artistes. Les artistes, par le théâtre d'abord, mais par le cinéma aussi beaucoup aujourd'hui, mais aussi par les romans, un beaucoup moindre degré chez les musiciens. Mais bon, quand même, en tout cas dans le théâtre et dans le cinéma, on crée des spectacles qui atteignent l'espace public, qui rendent possible le fait que plein de spectateurs qui font partie de l'intelligentsia, ou des gens qui réfléchissent au travail, qui ne sont pas forcément des grands penseurs, etc., mais qui vont au théâtre, qui vont au cinéma, trouvent mis en scène, si vous voulez, des choses qu'ils mettent en scène souvent mieux que le chercheur. Moi, je peux vous expliquer la clinique, mais eux, ils en font un Comment truc. mettre en lumière, ils ont un peu ce talent-là, quoi. Ah bah oui, c'est leur talent, c'est leur métier. Autrefois, quand il n'y avait pas le cinéma, il y avait le roman, si vous voulez. Les romans du 19e siècle, c'est eux qui apprennent comment fonctionne la société. Moi, j'ai appris la clinique dans Balzac, dans Zola, dans Stendhal, dans Dostoïevski, parce qu'ils racontaient la société, si vous voulez. Stendhal, le rouge et le noir, le sous-titre, c'est Chronique de 1830. Il raconte la société. Bon. Alors donc, moi j'ai ouvert mon labo depuis très longtemps
aux théâtreux et aux cinéastes qui, eux, avaient envie de venir nous voir parce que ce qu'on raconte, ça les intéresse. L'artiste est sur une position critique et donc il essaie d'attraper les choses qui sont importantes et celles dont en plus on ne parle pas. Donc ils sont demandeurs. Donc moi je reçois depuis très longtemps des artistes dans le labo. Des artistes, des écrivains, mais des théâtreux, etc. Et donc, j'avais déjà fait une petite contribution dans une autre pièce avec Jean-Pierre Baudin et Alexandrine Brisson, qui s'appelle Très nombreux, chacun seul, où la pièce parlait du suicide d'un ingénieur, en fait, qui était en même temps le représentant de la CGT dans une usine de porcelaine. Et c'est un très très beau spectacle où on voit le gars petit à petit aller vers le suicide. C'est une histoire très poignante et très belle et qui est mise en scène d'une manière extraordinaire. Et moi, il m'avait filmé sur une scène de théâtre, d'ailleurs au même théâtre, l'Artistique Théâtre, où il me posait des questions sur comment on comprenait le suicide au travail, qu'est-ce que c'était. Et alors de temps en temps, l'artiste, il s'arrête de jouer. Et il dit, vous en pensez quoi? Et là, plaque, une espèce de grand écran, un peu bistre et tout ça, et une espèce d'ombre qui est moi. Et je réponds à l'artiste un truc. C'était vachement bien fait parce que Alexandre Brisson, elle était cinéaste, donc tout ça est fait, c'est très très beau, quoi, c'est très fondu. Et puis là, ils ont eu l'idée de me faire venir sur la scène. Et on a monté, donc, alors, c'est un spectacle très particulier parce que moi j'interviens comme chercheur, pas comme acteur. Même si j'ai écrit, évidemment, l'argument de la pièce, c'est moi. On a écrit la pièce ensemble, on a fait les résidences ensemble. Je suis complètement... Alors, auteur, oui, sûrement. Oui. Mais toute la partie théâtrale, toute la partie des lumières, des sons, tout ce qui est la régie, si vous voulez. Parce que j'ai découvert ça, moi, en allant faire des trucs avec les régisseurs, c'est fondamental, si vous voulez. La mise en scène, c'est pas seulement une mise en scène, c'est une mise en lumière, c'est tout... C'est complètement passionnant. Enfin, j'ai découvert un monde que je croyais connaître, je ne connaissais pas du tout. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dedans, ce n'est pas du tout la même chose. Et moi, j'interviens comme chercheur. Donc, je n'ai pas un texte qui est fait. Je sais en gros ce que je veux dire. Mais en fait, je réimprovise tous les soirs. Et c'est une pièce très particulière, puisque à la fois, c'est très poétique. Il y a plein de trucs. Il y a toute une manipulation des décors où on est dans la forêt, quoi, avec des arbres qui changent et tout ça. C'est très beau, et le texte est très poétique et tout ça, et puis, à un moment donné, je les interromps, et tant que je viens devant, et je commence à expliquer des trucs. Et donc c'est un spectacle dans lequel c'est la première fois qu'il y a un scientifique qui parle en tant que scientifique sur les choses. Donc ça, et bon, là, je suis très content, je peux vous en parler, parce qu'on vient de faire 3 semaines, et que ça a été un succès invraisemblable. Et là, il y a... Et chaque représentation est suivie d'un bord de plateau, c'est-à-dire que les gens peuvent se barrer, mais il y en a qui restent, et à ce moment-là, on commence un débat. Et là, on a eu des débats avec des forestiers qui sont venus de partout. Alors, les mecs, ils pleurent. Là, vous voyez la puissance du théâtre, incroyable. Parce que les spectateurs, là, qui ne sont pas forestiers, hein, ils voient ça, ils pleurent, ils se reconnaissent dedans, vous voyez. Parce que on tient à la fois la dimension poétique, la dimension affective, on attrape les gens par le travail vivant, et en même temps, il y a toute une rigueur scientifique qui vient dedans, ce qui fait que les gens ils sortent avec tout à coup un tas de repères sur la servitude volontaire, sur des pathologies, sur la folie, pourquoi les gars se tirent une balle dans la tête, pourquoi ils font un infarctus du myocarde, qu'est-ce que c'est le rapport à la forêt, qu'est-ce que c'est le travail vivant, qu'est-ce que c'est la promesse du travail, et à la fin on a l'entrée en résistance, c'est-à-dire comment il y a des îlots de résistance, des enclaves de résistance qui constituent. Donc le théâtre, pour moi, c'est très important parce que c'est le moyen de remonter dans l'espace public et de contribuer à la formation de la communauté de sensibilité dans l'espace public qui est nécessaire pour former la volonté de changer quelque chose. Voilà. C'est magnifique, on retombe sur nos pattes, c'est assez incroyable. Merci beaucoup Christophe Dejour. Peut-être qu'on peut terminer sur une dernière question qui serait un peu qui ferait office de conclusion. Là on a parlé un petit peu de vos débuts, de votre formation, de vos apports en termes conceptuels dans les sciences du travail, la partie plutôt enseignement, la partie plutôt apport médiatique dans des ouvrages mais aussi dans le théâtre. Peut-être qu'on peut terminer justement sur un point perspective. Aujourd'hui on est dans une situation un petit peu singulière, on a eu des évolutions du travail encore une fois
ces récentes années qui ont ressurgi. Je pense notamment à l'ubérisation. On a des phénomènes aujourd'hui comme la grande démission, le quiet quitting. On a eu le Covid qui est aussi quand même considérablement, je dirais, modifié la manière de réaliser le travail avec plus de distance. On a aussi d'autres éléments qui peuvent impacter le travail, je pense au changement climatique qui va conditionner la manière de réaliser le travail à l'avenir. Question très ouverte, comment vous vous positionnez par rapport à la santé mentale au travail, à la santé au travail en général pour l'avenir ? Quelle est un petit peu votre position, votre avis sur ce qui va pouvoir se passer ? Si vous voulez, le mouvement, la phase de mouvement dans laquelle nous sommes actuellement, c'est une phase qui intervient relativement tardivement. C'est-à-dire ça fait déjà plusieurs dizaines d'années que ce tournant gestionnaire est engagé, que le néolibéralisme déferle sur la planète entière. Et d'année en année, évidemment, c'est très grave. C'est-à-dire ça s'aggrave. Donc, comme je ne vois pas, pour l'instant, de façon significative, une perte de la puissance de la domination, on peut présumer que tant que cette domination perdurera, il y aura une aggravation dans la détérioration du rapport entre le sujet, l'individu et le travail, entre la santé mentale et le travail. Ça va continuer à se dégrader, il y aura de plus en plus de casse. Donc il y a des zones qui étaient jusque-là protégées de travail dans lesquelles effectivement on voit apparaître maintenant des gros problèmes, y compris des suicides et tout ça, dans des endroits où c'était pas du tout le cas jusqu'à présent. Donc malheureusement je suis obligé de conclure que il y a une dégradation prévisible. Le mouvement social est très faible. Le mouvement par exemple actuellement sur les retraites, contre l'allongement, est tout à fait évidemment justifié, mais surtout quand on connaît le travail de l'intérieur, évidemment, c'est justifié. Et en même temps, ce mouvement ne touche absolument pas aux questions qu'on soulève là. C'est-à-dire que il ne s'agit absolument pas du travail. Le travail vivant n'est même pas abordé, ni par le gouvernement, ni par l'exécutif, ni par le patronat, ni par les syndicats. Donc l'aggravation, elle va continuer. Mais il y a un mais, évidemment, c'est que ce système qui repose sur des bases qui sont fausses, il va forcément s'effondrer. C'est inévitable. Donc il y aura une fin du néolibéralisme. On ne peut pas continuer comme ça. Parce que là, il dégrade la qualité partout, presque partout, dans l'enseignement, dans la médecine, dans la santé, dans le travail social. Partout, ça se dégrade. C'est effarant, dans la justice, mais la dégradation des services, d'une façon générale, même privée. Vous voulez faire une intervention de maintenance sur votre machine à laver, rien ne marche. Si vous voulez, il n'y a pas de personnel, vous n'arrivez pas à avoir quelqu'un au téléphone, vous avez une panne d'électricité, vous avez un plombier, rien ne marche. Si vous voulez, c'est absolument effarant, quoi. Il y a une dégradation, si vous voulez, de la qualité du service sur tout. Donc le système, au bout d'un moment, il va... Bon. Pourquoi ça fonctionne encore pour les grands patrons? Comment ça se fait qu'ils gagnent de l'argent? D'où il vient cet argent? Il vient du pillage. Il ne vient pas directement, si vous voulez, de l'efficacité d'un système économique. En fait, il pille. C'est-à-dire il pille, ça passe à la fois par les impôts. Donc, les gouvernements successifs ne cessent de faire des cadeaux aux entreprises. Les cadeaux, c'est une défiscalisation, donc ils diminuent l'impôt. Et ils les dispensent de charges sociales. Ça fait des bénéfices par milliards, si vous voulez. Et ils pillent. Et on sait qu'ils pillent, puisqu'on sait exactement quels sont les règlements qu'ils utilisent. Ça ne change rien. Pourquoi ? Parce que la domination est totale. Personne ne peut bouger. Mais le système, à la fin, il va s'effondrer. Alors, quelle forme ça prendra ? Évidemment, il y a plusieurs scénarios possibles, il n'y en a pas qu'un, mais il y a un après. Et le après, il est extrêmement important de le penser maintenant. Si on ne le pense pas avant, le système s'effondre, et à supposer qu'on puisse remonter quelque chose, on va le remonter avec la même pensée. Donc on va de nouveau devant les mêmes impasses. Donc, l'important, c'est d'arriver aujourd'hui à penser des autres formes possibles du travail. Et là, on est un certain nombre quand même. Il y a des ergonomes, il y a des économistes, quelques cliniciens du travail. On a une petite poignée de gens à vraiment travailler, à
Et notamment les espaces de résistance, les enclaves de résistance sont des lieux d'expérimentation de ce que peut être le travail et ce lien particulier entre travail et démocratie autour de l'activité de délibération collective. Parce que dans ces espaces, ça délibère méchamment. Et ils créent des îlots de démocratie. Parce que dans les endroits où il y a des enclaves, ils sont vraiment dans un exercice de démocratie, de l'œuvre commune, et ils vont bien. Bon, c'est dur parce qu'il faut beaucoup bosser, mais par contre, ils sauvent le sens et ils sauvent les règles de travail, ils transmettent, et en plus, ils inventent des choses nouvelles. C'est comme la résistance à l'époque de l'occupation nazie. La résistance, et la résistance que nous avons aujourd'hui, qui n'est pas la même évidemment, parce qu'on n'est pas sous une occupation nazie, on est sous une domination néolibérale, c'est pas la même chose du tout. La résistance n'a pas vaincu l'Allemagne. Ce qui a permis de vaincre l'armée allemande, c'est l'armée américaine et l'armée soviétique. Mais bon, indiscutablement, c'est les Américains qui ont gagné la guerre, c'est pas les résistants. Mais les résistants, ils ont inventé, ils ont pensé plein de choses. Et tout ce qu'ils ont pensé, ça a irrigué complètement la politique des 30 Glorieuses. C'est-à-dire le droit du travail, la sécurité sociale, les comités d'entreprise, les comités d'hygiène et sécurité, la médecine du travail, tout ça, ce sont des productions de la résistance. Les politiques publiques, elles ont été complètement nourries par le travail qui a été fait par elles. Donc c'est le travail qu'on fait nous ici qui compte pour l'avenir. Parce que quand le système sera effondré, ça dépendra de ce qu'on aura été capable d'inventer de nouveau par rapport à ce que nous avons subi pendant toutes ces années. Du coup, vous proposez de considérer les crises comme une opportunité au lieu d'une fatalité, on va dire. Oui, je pense que certains de mes collègues, en particulier Christian Dutertre, qui est donc un économiste que vous connaissez un peu probablement, lui, il pense qu'il y a déjà des effondrements partiels du système. Il y a des pans entiers qui ne fonctionnent plus. C'est vrai que le Covid a beaucoup accéléré les choses et fait apparaître qu'il y a des, quand même, on n'a plus de médicaments. La globalisation, elle est arrivée à ses limites. Oui, je pense que ce sont des occasions de construire des choses. Aujourd'hui, le système s'effondre. Il y a tous les systèmes de coopératives, d'alternatives économiques, la reconstitution, essentiellement, en général, c'est rural, mais avec des vraies coopérations avec les collectivités locales ou collectivités territoriales. Là, on invente des choses nouvelles, si vous voulez. C'est des coopératives, il y a tout un mouvement d'économie sociale et solidaire, de tous ces trucs-là. Aujourd'hui, ça bourgeonne, ça fabrique de nouvelles expériences, de nouvelles expérimentations dans lesquelles le travail n'est pas suffisamment pensé. Là, nous avons des choses à faire. Il faut rejoindre ces endroits-là pour leur transmettre les questions du travail, notamment de l'organisation du travail qu'ils ne savent pas penser. Donc, il y a toujours le risque qu'ils sont critiques et en même temps, quand il faut faire la gestion de l'entreprise, ils reprennent les trucs de la gestion capitaliste d'aujourd'hui. Et donc, ils vont dans le mur. Et les gens s'épuisent. Et il y a beaucoup de coopératives qui s'effondrent à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas réussi à repenser le travail, le collectif de travail, la coopération. Eux aussi, ils ont besoin de nous, vous comprenez ? Donc, mais ça peut se faire. Donc, si vous voulez, oui, je crois que, y compris la situation très dure dans laquelle on est aujourd'hui, n'est pas du tout contradictoire ou incompatible avec le fait qu'il y ait des expérimentations sociales fort intéressantes. Et oui, je pense qu'il faut y aller, quoi. Il faut continuer. Eh bien, merci Monsieur Dejour d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation pour cet épisode de Parlons peu, parlons ergo. Si vous souhaitez approfondir certaines notions abordées dans cet épisode, nous vous invitons à lire Le choix, souffrir au travail n'est pas une fatalité. Un remerciement à l'équipe de rédaction de ce podcast, donc Louis Archambault, Sandrine Fortuné, Eva Goulois, Elsa Martin et Antoine Rigolet. Nous remercions également nos patriotes qui soutiennent le podcast et nous permettent de vous proposer des épisodes de qualité. Retrouvez notre page Patreon en description si vous aussi vous souhaitez nous soutenir. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, LinkedIn et Instagram, pour les informations sur la prochaine saison. Au revoir, merci et à bientôt.